de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité lié à l'actualité. Cette fois-ci, nous recevrons le commissaire général adjoint de l'Automobile Club de Monaco. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec la mise en place de la réserve civile devant les établissements monégasques. Nous reviendrons sur l'opération Ma classe solidaire, un défi proposé aux lycéens de la Principauté. Nous découvrirons de nouvelles nominations au sein du conseil d'administration et scientifique de l'Institut océanographique. Et pour terminer, nous irons faire un tour à la conférence de presse organisée par Venturi. Nous ouvrons donc ce journal avec cette nouveauté aux abords des établissements scolaires. Le gouvernement princier a décidé de créer une réserve civile monégasque. Alors, quel est son but? Qui la compose? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Vous les avez peut-être déjà aperçus près des passages cloutés assurant la sécurité des piétons. Depuis début mai, une réserve civile intervient aux abords des établissements scolaires. Elle se compose pour l'instant de 3 personnes, d'anciens policiers retraités qui se sont portés volontaires pour reprendre du service. Dans la perspective de faire évoluer et d'optimiser la répartition des moyens humains de la direction de la sûreté publique, le gouvernement princier a décidé de créer une réserve civile monégasque, composée de jeunes retraités de la police qui interviennent dans une amplitude horaire sensiblement étendue. Ils sont là pour suppléer les agents de police près des établissements scolaires. La présence de ces réservistes concerne actuellement 3 établissements, le lycée technique et hôtelier de Monaco, le collège Charles III et le lycée François d'Assise Nicolas Barré. Des endroits qui connaissent de fortes affluences à chaque sortie de classe, d'où l'étroite collaboration avec la direction des établissements concernés. Le fait de faire appel à des jeunes retraités de la sûreté publique pour poursuivre et puis renforcer la sécurité au niveau des établissements scolaires nous paraissait une évidence. Donc oui, c'est un vrai plus. Et puis l'autre plus, au-delà de la sécurité des abords des établissements, c'est aussi le fait qu'on a maintenant avec nous, de manière permanente, un interlocuteur privilégié, donc un contact unique avec la sûreté publique. Le réserviste garde donc un œil permanent sur ses élèves. Par exemple, ce secteur où se trouve le collège Charles III et le lycée FANB regroupe près de 2000 étudiants. La vigilance est donc de mise. À terme, l'ensemble des établissements scolaires de la Principauté bénéficiera de ce dispositif. Restons dans les établissements scolaires avec le projet Ma classe solidaire. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec le soutien de l'association Babylone, lance un nouveau défi aux lycéens de la Principauté. Un reportage de Christina Thomal. À l'initiative de ce projet, la direction de la coopération internationale de Monaco, dont l'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à ces actions en faveur des populations les plus vulnérables. Après le défi solidaire de l'administration monégasque, c'est donc au tour des lycéens de jouer le jeu en soutenant un micro-entrepreneur. Et c'est avec l'appui du premier site européen de prêt solidaire, Babylone, et avec l'éducation nationale que ce nouveau projet intitulé Ma classe solidaire a vu le jour au sein du lycée Albert Ier, avec des élèves de première de sciences et technologies du management et de la gestion. Les élèves ont travaillé en atelier, ont, entre guillemets, regardé les fiches des différents micro-entrepreneurs. Ces notions ont été évidemment ensuite réinvesties pendant les cours. Le deuxième temps a été constitué par le Printemps des Poètes, qui était au mois de mars, dont le thème était l'Afrique, ce qui a permis un petit peu de cibler notre action sur un micro-entrepreneur en Afrique. Et puis dans un troisième temps, les élèves ont souhaité s'impliquer en constituant des pâtisseries, en vendant différents objets, en faisant une petite loterie aussi, et en lisant des poèmes au musée.
pour essayer d'attirer des touristes, des locaux, afin de récolter l'argent. Et cet argent donc, sera ensuite versé à l'association, à la plateforme. C'est du crowdfunding, puisque ce n'est pas en fait un don, c'est un prêt qui va permettre à un petit entrepreneur de lancer son action dans un pays du Sud. Et l'argent, en théorie, ensuite est restitué au lycée. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Le fait de pouvoir aider des gens qui sont en besoin, donc pouvoir leur ramasser une certaine somme et pouvoir les aider par la suite. Quoi. Ils ont choisi pour l'instant une jeune femme en Afrique, au Bénin précisément, qui a besoin d'environ 600 € pour lancer son commerce d'arachides. C'est une mère seule avec 3 enfants, donc ils ont été, je crois, sensibles à la localisation, à l'Afrique, à la situation de cette personne. Bon, il a fallu faire un choix. Et puis ça dépend aussi de ce qui est présent sur la plateforme, puisque le principe du microcrédit, c'est qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de micro-entrepreneurs qui sont présents régulièrement. Et dès qu'un micro-entrepreneur a obtenu son financement, il disparaît de la plateforme et est remplacé par un autre micro-entrepreneur. Donc c'est aussi cela qui a déterminé le choix. Pourquoi que vous faites ça en fait ? Pour une association qui aide les micro-entrepreneurs avec des microcrédits. Donc tout l'argent qu'on récoltera ira pour un entrepreneur en Afrique pour l'aider à développer son pays et son... Et vous faites ça par rapport à l'école À l'école, oui, par rapport à notre classe solidaire. Ah ouais, ok, c'est top, bravo. Félicitations, merci. Donc ça fera 3 € s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans un panel de micro-entrepreneurs, les lycéens ont donc pu choisir la micro-entreprise qui sera financée. Répartis sur 3 sites phares de la Principauté, le marché de la Condamine, le musée océanographique et la galerie commerciale de Fontvieille, les élèves ont pu récolter des fonds tout au long de l'après-midi grâce à la vente de pâtisseries. Un investissement personnel pour la bonne cause et qui a été récompensé, leur action ayant séduit de nombreux passants. Parlons à présent de l'Institut océanographique qui vient de nommer de nouvelles personnalités à la tête de son conseil d'administration et scientifique. Alexandra Pani est allée à leur rencontre. Nouveau visage au sein de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier, prince de Monaco. L'académicien Philippe Taquet prend la succession de Michel Petit en tant que président du conseil d'administration. Professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et président de l'Académie des sciences de 2013 à 2014, Philippe Taquet attache une grande importance à la sensibilisation du grand public par le biais de la connaissance scientifique. Son Altesse veut renouer avec une tradition d'exploration océanographique, et ça c'est magnifique, et puis parce que l'avenir de notre planète tient beaucoup à l'avenir de nos océans et de leur sauvegarde. En tant que naturaliste, moi j'ai étudié beaucoup la vie dans les océans, sa naissance. Notre vie est née dans les océans. J'ai étudié la sortie des eaux avec mes chercheurs, les sélacantes, les premiers vertébrés terrestres. Et puis en tant que géologue, j'ai étudié l'histoire des océans et des continents, des déplacements, des plaques tectoniques. Je suis d'une époque où la tectonique des plaques est née dans les années 65-70 et qui a remis en cause évidemment tout ce qu'on savait. Ça a été une révolution dans les sciences de la Terre. Et donc même avec mes fossiles, je regarde par exemple la séparation de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique. À quel moment l'océan Atlantique s'est ouvert vers le Sud? Mes fossiles permettent de le dire exactement. Et puis j'ai écrit sur l'histoire géologique de la Thétis, c'est-à-dire de la paléo-méditerranée avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce sont des sujets que je trouve passionnants. Et puis le fait de venir dans un institut comme l'Océanographique de Monaco, qui est un haut lieu de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation. C'est tout à fait dans les missions que moi j'ai eu à remplir au Muséum national d'histoire naturelle. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'expliquer à nos enfants, aux jeunes, que l'avenir des océans est quelque chose de très important et de susciter très tôt des vocations, d'ailleurs, de chercheurs, et si possible de les faire participer aux aventures des scientifiques. Que les scientifiques ne soient pas enfermés dans leur laboratoire, mais qu'au contraire, ils rencontrent les scientifiques. Et le musée est typiquement un lieu de rencontre entre ceux qui essayent de découvrir des choses nouvelles et le public qui a soif de connaître. Le conseil d'administration est composé de 10 membres, dont 3 qui siègent au bureau. Parmi eux, le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramalia, occupe à présent le poste de vice-présidente.
Je suis au conseil d'administration de l'Institut depuis ma nomination en tant que conseiller de gouvernement ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme, c'est-à-dire depuis janvier 2011, 6 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être nommée vice-présidente de cet institut formidable. Et donc, l'engagement, le travail avec l'Institut sera encore plus important. Et j'espère que je vais pouvoir dégager un peu plus de temps pour m'impliquer un petit peu plus dans le fonctionnement de cet institut. Ça montre bien quand même la volonté du souverain de rassembler toutes les différentes forces vives de la principauté qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement, puisque je rappelle qu'au sein de cet institut, il y a des représentants de l'État, bien sûr, et en tant que représentant de l'État également, M. Bernard Fautrier, qui est le vice-président de la Fondation Albert II. Donc, vraiment, nous travaillons tous ensemble entre le gouvernement princier, la Fondation Albert II et l'Institut océanographique pour lutter contre le changement climatique et essayer d'œuvrer au maximum pour la sauvegarde des océans. Maria Damanaki et Julia Marton-Lefebvre viennent compléter ce conseil d'administration. Du côté du conseil scientifique, Philippe Curie, le directeur de recherche de l'IRD, vient d'être nommé en tant que président. 4 nouvelles personnalités le rejoignent, Valérie Davenet et Patrick Rampal, bien connus en principauté, mais également Sandra Bessoudo et la directrice du musée des Confluences de Lyon, Hélène Lafont-Couturier. Après cette présentation officielle à la presse, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour une première réunion de travail. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque, sachez que le Welcome Office organisera dans ses bureaux les prochaines réunions d'information consacrées aux futurs et nouveaux résidents les 16, 17 et 18 mai prochains. Le but étant de leur faire découvrir les différents aspects de la vie en principauté et les possibilités de création. Ouvrant un volet sport avec le championnat d'Europe de 470 Open organisé par le Yacht Club de Monaco. Cette 4e journée de régate a créé la surprise chez les femmes. Les Hollandaises ont en effet explosé tous les scores, remontant à la première place du classement général provisoire devant les Polonais et les Britanniques. Chez les hommes, les Suédois dominent toujours la course de bout en bout devant les Français Jérémy Millon et Guillaume Pirouel. Pour terminer ce journal et avant de revenir sur cette 2e édition du e-Prix, dernier volet de notre série de reportages consacrés à Venturi, le constructeur monégasque organisait une conférence de presse à la brasserie Monaco. Frédéric Elion y assistait. Vendredi, veille du e-Prix de Monaco, l'écurie monégasque Venturi Formula E-Team présentait à la brasserie de Monaco son nouveau partenaire Farasis. Spécialisée dans le développement de batteries lithium, la firme américaine, créée en 2002, apparaît désormais sur la monoplace des 2 pilotes du team Venturi, Stéphane Sarrazin et Maro Engel, une étape supplémentaire dans le développement de l'écurie monégasque. Il y a toujours des partenariats qui sont nouveaux, mais là c'est un partenariat assez spécifique avec un acteur du monde de la batterie. Et on pense qu'on va faire beaucoup de choses avec eux, mais la voiture est entièrement prête. Je lui ai dit tout à l'heure, tous les feux sont au vert et en fait on a une voiture qui est parfaite. Donc on espère beaucoup à Monaco, c'est sûr. C'est une très bonne opportunité pour nous, pour tester nos technologies, mais aussi pour promouvoir notre marque. Le président de la Formula E m'avait invité au e-Prix de Hong Kong, et c'est là que l'on s'est rencontré avec Venturi. On connaît bien la Formula E, c'est comme ça que l'histoire a commencé, et puis ensuite il y a eu un peu plus de 6 mois de discussion. 5e épreuve du calendrier de Formula E, ce e-Prix de Monaco est le premier rendez-vous européen de la saison. Le team Venturi évolue à domicile et espère faire rentrer ses 2 voitures dans les points pour la 2e fois de la saison après la course inaugurale à Hong Kong. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Comme je le disais en introduction de journal, nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco. Pas facile à dire, hein, Christian Tornator. C'est facile. Je m'y suis habitué. Bonjour, merci. Bonjour, Vanessa. Merci de nous accorder cet entretien.
Évidemment, nous allons parler de la Formule E. Alors, oui. Tout d'abord, dans un premier temps, c'est vrai qu'on est à moins de 24 heures du départ. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, il y a quelques nouveautés, au moins au niveau du circuit, puisque déjà dans la zone de freinage de Sainte-Dévote, on a amélioré, en supprimant les pavés, la surface de freinage, parce que c'était un petit peu limite jusqu'à présent, et là on a trouvé la bonne méthode. En fait, on a réasphalté et par-dessus on a mis des patchs de silice, ce qui fait que la zone de freinage sera plus efficace. Deuxièmement, mais toujours dans le même secteur, au virage numéro 1, donc Sainte-Dévote, la FIA nous a demandé d'aligner le mur béton que l'on va installer dans l'après-midi, pour demain, et de garder une distance parallèle au rail de gauche. En fait, tout ça pour éviter qu'il ne se produise le même accident qu'il y a 2 ans, où les voitures passaient relativement vite en baïonnette ce virage. Donc en le refermant et en prolongeant le mur, on devrait avoir les voitures qui se présenteront un petit peu plus en file indienne. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on a sur le virage, on l'appelle la chicane, c'est pas vraiment la chicane, c'est un double droit, puisque c'est la chicane de la Formule 1 en sens inverse. On a modifié le mur, c'est un mur béton avec un petit peu différent de l'année 2015, mais c'est pour le même résultat. Et après, ce sont des petits détails, mais qui n'ont pas une grande importance au niveau compétition. Je voulais simplement rajouter qu'aujourd'hui, c'était la journée des bénévoles, la journée mondiale des bénévoles. Alors je voulais saluer, parce qu'il y a beaucoup de monde autour du circuit, il y en a beaucoup dans les tribunes, on le sait, mais il y en a aussi beaucoup autour du circuit. On a 415 commissaires, et je pense qu'il faut les saluer parce qu'ils ont le mérite d'être présents et d'être toujours disponibles. Et en cette journée mondiale, autant les saluer, ça sera bien pour eux. Et le message est passé. On se souvient qu'il y a 2 ans, quand on s'était rencontrés, vous nous aviez expliqué justement que le tracé de ce circuit avait été élaboré uniquement pour le public et non pas pour des questions de batterie, d'autonomie. Tout à fait. Comme on le croyait. Est-ce que c'est toujours le cas cette année? C'est encore le cas. C'est encore le cas. Il est question que dans la saison, alors pas la prochaine puisqu'on ne sera pas à Monaco, il n'y aura pas d'édition en 2018 puisqu'on aura le Grand Prix historique, mais en 2019, il est question que la course se déroule sur le grand circuit, si on peut dire grand circuit, mais scoop, ça reste encore en discussion. C'est un scoop, mais bon, il faut le prendre avec réserve quand même, parce que c'est une idée qui a germé dans la tête des pilotes, mais peut-être uniquement dans la tête des pilotes. Alors, on connaît les pilotes, et c'est vrai qu'ils aimeraient sans doute se comparer ou essayer de comparer des temps sur la distance de la Formule 1, le même circuit, mais je ne pense pas que ce soit l'envie et l'idée du promoteur qui préfère garder des circuits petits, c'est-à-dire entre 1,5 km et 2,5 km de distance maximum, pour que la clientèle, les spectateurs puissent voir les voitures plus longtemps, plus souvent. Donc c'était le cas, c'est ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Et donc on est reparti cette année dans cette configuration. Dans 2 ans, on verra, on en reparlera peut-être. Alors les monoplaces ont énormément évolué en cette 3e saison, puisqu'on rappelle que c'est la 3e saison de Formule E qui est déjà bien entamée. Les homologations, le règlement est beaucoup plus souple. Est-ce que finalement ça retranscrit une façon de s'imposer un peu plus au calendrier FIA? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, affirmer, qu'il y a un avenir certain? Ah mais ça c'est clair, Je pense que c'est vrai qu'il y a un avenir pour la Formule E. J'ai entendu dire, et j'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps, mais ce matin, M. Marchionne, le patron de Fiat, a fait une déclaration disant que Ferrari allait peut-être se diriger vers la Formule E au détriment de la Formule 1 en privilégiant la marque Alfa Romeo qui fait partie du même groupe. Donc en Formule 1 Alfa Romeo et en Formule E Ferrari. Ça c'est le scoop de la journée si je puis dire. 2 scoops. Ça fait 2. Ça fait 2. J'ai pas le pluriel de scoop, mais ça fait 2 scoops. Voilà. Non, tout ça pour dire que même l'année prochaine, BMW et Audi vont s'engager déjà dans la Formule E. Donc il y a une évolution. Cette année, les voitures elles-mêmes sont plus puissantes. Chacun a pu développer son groupe motopropulseur. Sur la plupart des voitures qui rouleront demain, il y a des boîtes à une seule vitesse. Mais parfois, il peut y avoir 2 vitesses ou 3 vitesses. Donc on peut changer de vitesse même sur une voiture électrique. Incroyable. Et quant au moteur, il y a une seule écurie, je crois qui est Next TV, elle est par là, voilà, Next TEV, pardon, qui a 2 groupes motopropulseurs, donc 2 moteurs électriques. Donc c'est un petit peu différent. En dehors de ça, les batteries sont identiques.
Par contre, la puissance a été augmentée. Donc cette année, en qualification, c'est 200 kW, donc 270 chevaux et 175 kW en compétition. Donc c'est déjà presque 15% de puissance supplémentaire par rapport à il y a 2 ans. Et dernière nouveauté, mais qui n'est pas un scoop, c'est que la course fera 51 tours, alors qu'on n'en faisait que 47. D'accord, donc, ça sera plus long. Voilà, ça sera plus long. Elles vont sans doute aller plus vite aussi. Donc peut-être qu'on arrivera sur les 47 tours à faire 4 tours de plus pour arriver à 51. Voilà les grandes nouveautés, mais c'est vrai aussi que les voitures ont modifié leur train avant et renforcé leur suspension. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première saison, elles cassaient toutes, elles ouvraient toutes leur suspension avant parce que c'était relativement fragile. Alors, un défaut, et là ils les ont renforcés. Ils ont des ailerons avant à 2 niveaux, ce qu'ils n'avaient pas auparavant, donc une meilleure aérodynamique. Et des voitures beaucoup plus belles. Moi, je les trouve beaucoup plus belles. On les a devant nous. Enfin, elles sont un petit peu dans l'ombre encore cet après-midi, mais on s'apercevra pendant la course que vraiment, c'est magnifique. C'est vrai que ça attire de plus en plus de constructeurs, on l'a bien compris. Oui. En tout cas, les places, il y a 2 ans, étaient totalement gratuites. Cette année, c'est payant. Bon, on rassure les téléspectateurs, c'est vraiment moindre coût, c'est vraiment très raisonnable. C'est 20 € et c'est gratuit pour les enfants, donc je pense que ça permet encore d'attirer une clientèle familiale. C'est un petit peu le but, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt global pour la voiture électrique en général, puis la monoplace électrique. Même si elle n'est qu'électrique, ça reste une monoplace et je pense que c'est toujours aussi beau. Et sur un circuit de Monaco, je pense qu'il y a de la place que pour les monoplaces. La question que je me posais, est-ce que les guichets sont fermés ou est-ce qu'on peut encore se procurer des places? Pas du tout, ils sont ouverts depuis hier midi. Ils sont ouverts depuis hier midi et on peut encore se procurer des places, bien sûr. On a déjà vendu pas mal, à peu près 4000 places en réservation, donc avant la manifestation. Et tout dépendra du temps. Plus en pré-réservation, c'est Oui, en pré-réservation, oui, donc c'est exceptionnel. Alors, il y a 2 ans, on n'avait pas ce problème parce que c'était gratuit. Donc, mais on ne savait pas du tout qui allait venir, s'il allait y avoir du monde. Et en fait, il y a eu le plein. On a fait le plein il y a 2 ans. On espère faire aussi bien cette année. Et comment se les procurer pour les téléspectateurs? Alors, il faut aller aux guichets qui sont aux abords du circuit directement. Sinon, il y avait jusqu'à présent, par la billetterie acm.mc, la possibilité d'acheter des billets par correspondance, mais maintenant c'est trop tard. Parce que mettre les billets dans l'enveloppe et appeler le client pour qu'il vienne les récupérer, c'est un petit peu compliqué un jour avant l'épreuve. Merci en tout cas Christian Tornator pour nous avoir accordé cette interview. On sait que vous êtes vraiment pris par le temps. Merci beaucoup. Merci évidemment à l'Automobile Club de Monaco qui nous a permis, comme toujours et sans problème, de tourner ici en plein dispositif. Merci aux équipes techniques de Monaco Info. Et vous l'avez entendu, n'hésitez pas, des places sont encore disponibles. Et sachez que si vous n'avez pas la chance de venir sur place, vous pourrez suivre le direct sur Monaco Info avec aux commentaires nos amis Frédéric Elion, Dominique Poulain et Philippe Bianchi. Et on se quitte évidemment sur la météo et j'espère qu'il fera beau. Très bon week-end à tous. Samedi, des nuages en perspective, les températures oscilleront de 14 à 20 degrés. Dimanche, beau temps avec quelques nuages, le thermomètre ira de 14 à 21 degrés. Lundi, le ciel sera bleu dès le matin avec un mercure restant très clément. Mardi, beau temps toujours avec une maximale de 23 degrés. Mercredi et jeudi, le soleil restera bien présent en principauté avec un thermomètre qui ira de 16 à 23 degrés.